Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture, dans une approche non manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem. Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie son pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Bonjour Isabelle Van de Haute et Thomas Coldefy. Bienvenue dans ce podcast Comme d'Archi saison 2 #1 sur le thème Coldefy, agence d'architecture. Nous allons aujourd'hui parler de votre agence d'architecture et d'urbanisme, bien sûr, mais aussi de vous, de votre histoire, si vous le voulez bien. Vous dirigez aujourd'hui une agence d'architecture d'un effectif d'environ 50 collaborateurs, dont la maison mère est basée à Lille et dont les antennes sont situées à Paris, Hong Kong et Shanghai. Vous êtes unis dans la vie comme dans le travail. Isabelle, vous êtes née à Anvers, de nationalité belge. Thomas Coldefy, votre père était architecte à Lille. Vous formez un couple que l'on pourrait qualifier de nord-belge et vous êtes actuellement à la tête de l'une des 50 premières agences d'architecture française, classée 45e au dernier palmarès paru début d'année. Et vous êtes implanté aussi donc en Asie et c'est quelque part le signe que l'architecture se pense hors frontières, en tout cas avant l'épisode Covid. Pensez-vous que le Covid aura un impact sur votre agence et sur votre rayonnement hors frontières? Et plus largement, avez-vous participé à la réflexion menée par le pavillon de l'Arsenal? Bonjour. 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 Oui, donc pour répondre à cette invitation et cette première question, donc effectivement, on sort d'une période qui est tout à fait inédite et qui est inédite encore plus pour des architectes urbanistes. Et on s'est exprimé, effectivement. Moi, j'ai écrit un texte pour le pavillon de l'Arsenal qui était autour de l'idée de comment inventer la nouvelle normalité pour les villes. Donc ça ouvre beaucoup de questions puisque on était déjà depuis une dizaine d'années dans des réflexions. On le voyait à travers les concours auxquels on participait sur une vraie responsabilité de l'architecte dans la ville. En travaillant avec tous les acteurs de la ville sur l'empreinte carbone qui est évidente, le monde constructif, le partage de l'espace public qui était évidemment plébiscité pour toujours créer plus d'interactions sociales et humaines. Et tout ça a été complètement bousculé très rapidement et même balayé et a développé beaucoup d'anxiété. Donc notre métier, il est très interpellé par ça. Et on a la possibilité, une forme de responsabilité de mettre en œuvre des nouvelles façons de travailler, responsabilité sur l'emploi des ressources, sur la manière de partager l'espace. Donc ça remet beaucoup de choses à plat. Et dans notre activité d'agence d'architecture, c'est un laboratoire aussi permanent puisqu'on a une grande équipe, tout le monde a été confronté au même niveau par cette idée de travailler à la maison, qui est assez antinomique avec le métier d'architecte, puisque c'est un travail collaboratif. Nous, on dirige notre agence avec une multitude de talents, de personnes de divers horizons, métiers, nationalités. Et notre rôle, c'est vraiment d'animer pour créer quelque chose qui apporte du positif sur le dispositif urbain existant ou ancien. Et là, on a été un peu coupé, nous a coupé un peu l'air sous le pied, et en même temps, on voit que tout le monde s'adapte. Donc la capacité de s'adapter est très importante. Pour illustrer ça, vous auriez un exemple ? Oui, par exemple, pendant le Covid, on a continué à faire des concours, on a rendu université à Singapour, on a présenté un projet de Urba dans la ville de Xi'an en Chine pour lequel il fallait développer un stade et notamment trouver cette émulation avec nos collaborateurs où on peut pas faire un croquis, tout à coup le modifier interactivement avec les collaborateurs et les enrichir d'idées nouvelles. Et puis ensuite, ne serait-ce que l'aboutissement de ce qu'on a dans la tête, le présenter. Il y a une dimension quand même très empathique dans l'architecture
qu'on doit avoir face aux acteurs qui vont choisir le projet. Et ça, on l'a fait à distance, on l'a fait en visioconférence, c'était beaucoup plus froid. Donc ça, c'est assez antinomique avec la façon dont on voit les choses. Après, le côté positif, c'était que nos collaborateurs aussi trouvaient qu'on était un peu plus disponible. Oui, c'est ça. Pour nous, le confinement était vraiment double parce que d'un côté, on a vraiment découvert qu'on pouvait quand même beaucoup communiquer avec tous les collaborateurs par visio. Et il y en a même qui nous ont dit qu'ils trouvent qu'ils ont été plus en contact avec nous à travers les visios qu'on faisait peut-être moins avant. Et qu'on voyageait plus sur Paris, moins à l'étranger. Mais voilà, on a eu quand même un retour qu'ils trouvaient qu'on était très très présents à travers les visios. Et de l'autre côté, le côté qui nous a vraiment manqué, c'est ces échanges en personne avec notre équipe. C'est d'ailleurs ça qu'on adore aussi dans ces échanges. La confrontation des différentes cultures, nationalités, langues et visions de la vie et de tout. Cette confrontation, et on adore ça. Et c'est pour ça qu'on travaille à l'étranger. Mais donc voilà, c'était à la fois positif et pas toujours facile. Oui. La réalité, c'est que nous, on sait quasiment rien faire seul. Donc, on a besoin de cet entourage pour créer, chercher, confronter. Et ça, c'était beaucoup plus difficile. Dans vos effectifs, c'est composé essentiellement d'architectes? Oui, essentiellement. Et évidemment, on est entouré d'une équipe de support. Oui. Mais c'est essentiellement des architectes. Architectes, on a des graphistes, on a... quelques dessinateurs. Oui, dessinateurs, et puis urbanistes, et puis surtout, on a une quinzaine de nationalités dans nos équipes. Donc chacun arrive avec son bagage, son expérience totalement différente, et donc il le met sur la table quelque part pour le partager avec notre agence. Et nous, on est comme un grand bateau qui essaye de capter les influences aussi de nos équipes. C'est un vrai travail collaboratif qui provoque de l'émulation, et en fait on cherche cet échange culturel. Donc quelque part parfois on aime bien, on cultive cette idée qu'il faut un mélange de culture à l'agence pour pas avoir une vision trop dogmatique. Ouais. Alors on va sans doute revenir après à ce rayonnement international et les réflexions que ça pose maintenant, après l'expérience Covid. Mais on va revenir à votre naissance, entre guillemets. Donc comment l'histoire, la vôtre, a-t-elle commencé au tout début? Et pourquoi avez-vous eu le désir de devenir architecte? Et même si vous étiez de part et d'autre tombé au préalable dans la potion magique. Je précise pour nos auditeurs que votre sœur aînée était architecte, Isabelle, et qu'il en était de même pour votre père, Thomas. Oui. Alors, lequel commence? Pour moi, la vocation d'architecte n'était pas là depuis l'âge de 5 ans. Donc, c'était pas ancré, c'était pas un souhait. C'était pas un rêve. Voilà. Ce qui est par contre vrai, c'est que je pense avoir baigné dans un univers assez esthétique depuis toute ma vie. Ma maman était prof d'art plastique au collège, et du coup, c'est que tout ce qui était artistique et esthétique était très présent dans toute mon éducation et toute ma jeunesse. En effet, donc j'ai vu ma sœur faire ses études d'architecture. J'ai 4 ans d'écart avec elle, donc je la voyais avancer dans ses études. Et moi, j'avais cette dualité entre je suis assez artistique et en même temps fort en mathématiques, et je voulais combiner ces deux-là. Et du coup, en tout cas dans le parcours en Belgique, quand on veut être architecte, c'est vraiment une combinaison des deux. J'ai cru comprendre en France, la partie mathématique est peut-être moins importante, mais en Belgique, ça allait être très important dans la formation. Et du coup, voilà, ce tout a fait que je suis arrivée dans ce parcours-là. Donc au bout d'un moment, ça vous a interpellé? En fait, l'architecture vous a interpellé en voyant votre sœur. Oui, c'est ça. C'est que oui, j'ai un faible et une grande sensibilité pour tout ce qui est beau. Et peut-être le rêve de créer son entourage soi-même et qu'il soit beau, ça doit certainement en faire partie. Et votre école? Donc j'ai fait l'Institut supérieur d'architecture, donc Saint-Luc à Gand. Qui est d'ailleurs donc une école qui dans sa formation combine l'architecture beaucoup avec l'art, parce qu'ils ont toute une partie art graphique aussi. Donc voilà, c'était vraiment cette dualité que moi j'aimais beaucoup. Et vous, Thomas?
Alors moi, j'ai un papa architecte qui a fait sa carrière dans le nord de la France et qui avait comme presque volonté et souhait pour ses enfants de leur faire autre chose que de l'architecture. Et puis finalement, il s'est un peu planté parce que donc on est deux, c'est moi et ma sœur sommes architectes. On va dire que évidemment inconsciemment on se levait le matin et on entendait parler que de ce métier parce que c'était très présent. Ma maman travaillait avec lui aussi, donc ce métier faisait vraiment partie de notre vie, mais pour autant, comme nos parents nous ont pas forcément montré l'aspect, on va dire, très positif de cette profession qui est il faut le reconnaître, qui est assez complexe et difficile. Ils souhaitaient quelque part qu'on aille vers d'autres horizons. Mais moi j'ai un peu la même chose qu'Isabelle, c'est finalement ma sœur qui a commencé à mordre aux études d'architecture, à l'école spéciale d'architecture à Paris. Et moi, j'avais commencé par faire une année de droit, qui me plaisait absolument pas. Oh, mais c'est bien parce que quand on est architecte, le droit, c'est quelque chose d'important aussi. Oui, ça l'est. À l'époque, je me rendais pas compte. Aujourd'hui, on s'en rend un peu plus compte. Mais effectivement, mais c'était pas vraiment ma vocation. Et finalement, en voyant ma sœur aussi faire ses études d'archi, j'ai trouvé ça très intéressant, très en lien avec la ville, très en lien avec la manipulation artistique, avec la diversité aussi des disciplines qu'on apprend à l'école. Et puis, du coup, je me suis lancé aussi. École spéciale aussi. École spéciale d'architecture. Oui. Ouais. Oui. Donc, c'est une génération formée complètement à l'école spéciale. Ouais. Et votre sœur, elle est... Et ma sœur, après l'ESA, elle voulait prendre une pratique un peu plus spécifique dans l'architecture intérieure. Et donc, elle est allée à Parsons Schools à New York pour faire une formation dédiée. Et aujourd'hui, elle travaille, elle exerce dans l'agence RDAI, Reina Dumas. D'accord. Ouais. Oui. Ce qui était quand même une petite anecdote rigolote, c'est que tu as annoncé à ton papa que tu allais commencer les études d'architecture en l'écrivant une lettre pour lui dire. Oui, c'était un peu une déclaration. Une vraie déclaration. Parce que je savais que je le faisais quelque part, pas contre lui, mais que ça l'inquiétait. Il était plutôt inquiet pour cette profession qui est très compétitive, qui est compliquée, où il n'y a pas de récurrence. Donc, en termes de stabilité, c'est sûr que pour ses enfants, on peut souhaiter parfois autre chose. Mais j'ai dû lui écrire que c'était quand même mon rêve. Donc, je me suis lâché. Oh, c'est formidable. Et d'ailleurs, on voit chez nos enfants aussi qui nous disent parfois c'est bon, arrêtez de parler du bureau tout le temps, vous parlez que du travail à la table, arrêtez. Ils sont grands ou petits Ils ont 9 et 11 ans. Elles ont 9 et 11 ans. 2 filles. Ouais. Bon. Donc je reprends en 2006, vous n'êtes pas identifié dans le paysage architectural, même si vous êtes passé par New York. Si vous avez déjà œuvré pour de belles agences, Dominique Perrault, SCO, Richard Meillard, et juste après avoir intégré l'agence de votre beau-père et père Bertrand Coldefy, hop, en 2006, vous gagnez un concours prestigieux, puisque vous êtes lauréat, ensemble, devant 162 équipes pour l'Institut de design de Hong Kong. Vous arrivez là où personne ne vous attend. Qu'est-ce qui, selon vous, vous a fait gagner ? C'est toujours difficile de le dire, en tout cas nous-mêmes, puisque en tout cas on peut raconter un peu notre histoire. À ce moment-là, c'est vrai qu'on avait encore une fois cette volonté de nous se former le plus possible avant de se lancer dans une carrière. On n'avait pas forcément décidé qu'on travaillerait à Lille et qu'on travaillerait avec mon papa, mais à ce moment-là, on revenait d'expériences dans des agences que vous avez citées, et notre aventure new-yorkaise nous avait quand même un peu gonflé on va dire, d'ambition et de rêve dans ce métier. Et puis, on avait, je pense, le bon âge à ce moment-là pour rêver. Notre rêve à tous les deux, c'était tenter quelque chose d'un peu un pari un peu fou pour se tester, parce que finalement, on avait fait les études d'archi, travaillé dans des agences, mais savoir ce qu'on est capable vraiment. Donc on s'est fait presque un défi personnel à tous les deux pour savoir si on était capable de passer un examen en nom propre. Et donc et c'est aussi parce qu'on arrivait quand même dans ce paysage lillois où on connaissait personne.
où il n'y avait pas forcément des programmes de 35 000 mètres carrés. Et pourtant, c'était sur ce genre de programme qu'on avait travaillé beaucoup à Paris et à New York. Et c'était ce qu'on savait faire, en gros. Et donc ça ne nous a pas choqué de se dire on va regarder ce qui existe. C'était un peu le début des concours anonymes, même s'il y en a eu avant. Mais, oui, quand on est jeune, on se confronte à ça. C'est-à-dire quand on s'inscrit à un concours comme ça, on sait pas, on s'inscrit pas en se disant qu'on va forcément aller au bout. Mais par contre, nous, quand on fait quelque chose, on le fait comme avec passion. Et donc ce qui a fait qu'on a gagné, c'était que on avait une naïveté incroyable. Donc on a fait un projet comme si on était à l'école et pas comme si on était vraiment dans la vie pro. C'est-à-dire qu'on avait on avait retiré un peu toutes nos peurs et on se disait mais qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on va faire à cet endroit, qu'est-ce qui nous passionne, nos idées fondamentales, elles ont été un peu sans filtre et puis elles étaient aussi toutes fraîches parce qu'on n'avait pas eu l'expérience de le faire vraiment pour nous-mêmes à part à l'école d'archi. Et donc on s'est inscrit, on a développé une esquisse avec des intentions assez radicales qui étaient aussi issues, il y a des influences dans ce projet qui sont issues de nos parcours, on en parlera peut-être un moment, mais moi je venais de travailler pour Tadao Ando quand je travaillais à l'agence Co à Paris et ça m'avait pas mal marqué, cette manière de concevoir l'architecture de manière très, très précise et puissante et en même temps avoir une vraie poésie, un rapport au paysage, à la symbolique. Et en fait, ce projet, qui pour nous aujourd'hui est encore assez fondateur dans notre façon de voir l'architecture, il a exprimé tout ça et il a visé assez juste par rapport à l'attente de ce contexte hongkongais et de ce client qui voulait un bâtiment iconique et dans un quartier qui lui-même avait beaucoup un environnement assez particulier, mais en même temps très intéressant, une contrainte de hauteur, des tours de logement hyper denses et un fond de paysage, des collines et la mer. Et alors Isabelle, vous le décririez comment, ce projet ? Pour nous, ce projet, c'est une plateforme en lévitation qui est tenue par quelques points fondateurs, qui sont les classes de l'université, qui forment la base de l'Institut. Et c'est ce qui est très important pour nous dans ce projet, c'est le fait qu'on a ouvert le projet au public. Donc on a décidé de créer un socle qui était ouvert à chaque passant, qui pouvait entrer dans l'université et venir voir ce qu'il faisait. Donc on a organisé toutes les fonctions ouvertes au public, un peu des fonctions communes, je veux dire, au rez-de-chaussée. Donc auditorium, mais aussi un bookstore, un espace d'exposition, tout ce qui était un peu commun à tous les différents départements de design dans ce bâtiment. Et après, on a fait plus chaque cluster de design plus en séparé dans le bâtiment. Et donc, dans cette grande plateforme en lévitation, il y a la bibliothèque qui est l'espace commun pour tous les étudiants. Donc ça, c'est un peu les bases, je pense. C'était un projet on a essayé de mettre de côté l'aspect, même si le projet, par évidence, l'architecture est formelle, on a essayé de mettre de côté une certaine idée de style architectural pour le dédier vraiment, comme Isabelle disait, à le fait que ce soit une plateforme créative. Et ce qui nous plaisait aussi dans la ville de Hong Kong, qui est assez fascinante, c'est ce mix aussi, c'est très... il y a un melting pot entre cette image un peu britannique et les jardins un peu manucurés, impeccables, et puis une vraie densité, un peu une dureté architecturale qui cloisonne un peu les choses. Et nous, on s'est dit dans ce projet, il faut qu'on joue avec ces ingrédients. On a envie de travailler la verticalité, on a envie de travailler le paysage, mais par contre, il faut que ce paysage, on puisse le toucher, le vivre. Et donc, on a mis en avant cette idée que le paysage, l'espace public, était complètement imbriqué à l'architecture. Et donc pour l'ouvrir et pour le donner au bénéfice des occupants étudiants comme le public qui devait venir s'intéresser au monde du design. Et donc ce projet, pour nous, il a la capacité justement à faire rapprocher les gens, donner une dimension humaine par l'espace public qu'on a créé, la lumière, l'invitation justement à découvrir, parce qu'on n'entre pas dans ce bâtiment comme s'il y avait un hall et puis un lobby pour accéder à des plateaux. En fait, on continue son parcours piéton dans la ville et on peut le traverser sans avoir l'impression d'être entré et d'être sorti. On voulait créer une université où les gens peuvent vraiment
explorer leur créativité. On ne voulait pas faire un bâtiment très à la mode, qui les pousse dans une certaine direction. On voulait faire quelque chose assez neutre. Une plateforme. Oui, c'est une sorte de un canvas blanc pour que les gens puissent laisser libre cours à leur créativité. Si je peux rajouter quelque chose, on a utilisé quelque chose qu'on aime bien faire et qu'on utilise maintenant encore aujourd'hui, c'est travailler la métaphore dans l'architecture. Et donc on voulait à ce que le bâtiment, on ne soit pas obligé de le raconter avec des mots d'architecte, mais avec des mots plutôt universels. C'est pour ça qu'on a appelé ce projet la feuille blanche. Il devait un peu inspirer le monde créatif. Et les tours qu'on voit qui portent cette plateforme en lévitation, qui ont un aspect assez technique, pour nous, elles étaient aussi un ancrage au sol et elles représentaient le monde de l'expérience et l'éducation, comme les pieds qui portent une personne quelque part. Et le monde, et notre métaphore, c'était ça. Il faut que finalement le monde des idées, ça se crée depuis l'enfance, ça s'acquiert par l'expérience. C'est l'éducation, là où on a mis les salles de classe, et ça va porter l'imaginaire et les idées pour s'envoler plus tard. La verticalité. Et ensuite, justement, voilà, on voulait que cet élément aérien symbolise un petit peu. Si je me rapproche du ciel, je peux laisser libre cours. On est proche du cerveau, et puis on laisse le libre cours. Voilà, l'inspiration, tout l'imaginaire que le créatif doit avoir. Vous êtes rencontrés comment, si c'est pas indiscret? Non, pas du tout. On s'est rencontrés en travaillant tous les deux à l'agence Co. Ah oui. Donc on travaillait chacun dans différentes équipes. Moi j'étais dans l'équipe des concours et Thomas était dans l'équipe qui développait le projet de Tadawando sur l'île Séguin. Donc on ne travaillait pas du tout ensemble, mais on s'est connus comme ça. Simple rencontre au travail. Ouais. Et à votre avis, est-ce que votre couple qui a nourri cette ascension d'agence, que je qualifierais de fulgurante, a joué un rôle important? Pour moi, c'est une évidence. Pour moi aussi. Non, c'est une évidence. Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas deux histoires pareilles. Et la nôtre, elle est faite de notre rencontre. Elle est faite de nos voyages, et nos expériences aussi ensemble. Et puis de pouvoir faire face et d'avoir envie de se développer dans cette profession en équipe. Et donc l'équipe, elle commence par nous deux. Et puis après, elle s'étoffe avec tout le reste de l'équipe. Mais quelque part, on a toujours envie d'impressionner quelqu'un. Et finalement, ça nous permet de chaque jour de confronter nos idées, les partager, aussi se remonter le moral, parce que c'est faut tenir. Se réinventer. Et donc, on est un peu un miroir l'un pour l'autre. Donc forcément, pour nous, c'est une force. Pour d'autres, c'est pas toujours le cas. Mais c'est vrai que nous, on puise beaucoup de force dans le fait qu'on peut se consulter, non seulement sur des directions de design en architecture, mais sur la gestion des ressources humaines, sur plein de choses, des stratégies de l'agence, sur beaucoup de domaines. C'est chouette d'avoir un retour sur ses pensées. Un alter ego. Ouais. Donc depuis 2006, année où vous avez surpris tout le monde en gagnant ce fameux concours de l'Institut de Design à Hong Kong, vous travaillez sur de nombreux autres projets à l'étranger et en France. Parmi les projets actuellement développés à l'étranger, citons le Centre culturel et artistique de Bao An de Shenzhen, en chantier, vous me reprenez si je prononce mal, la ville nouvelle de Yenenga au Burkina Faso, le National Pulse Memorial and Museum à Orlando aux États-Unis. Évidemment, vous êtes très identifié à Lille et dans sa région, où vous avez des projets actuellement en cours, comme la serre géante Tropicalia sur la côte d'Opale, l'Institut des transports durables et l'Institut international de management sur le campus de l'Université de Valenciennes et du Haut-Cambrésis. L'immeuble Partenord à Lille, qui accueillera le siège de Partenord Habitat, des bureaux et des logements. Dans la région parisienne, l'agence développe les bureaux innovants Wonder Building de Bagnolet, le quartier environnemental MKNO à Bobigny, qui fait partie de C40 ou 40 Reinventing Cities, la Fondation de Chine sur le campus de la Cité internationale universitaire de Paris. Ça fait beaucoup de projets. Ce que l'on remarque d'emblée, c'est la diversité de votre champ d'investigation, autant programmatique que territorial.
qu'en termes d'échelle. Et ce que je veux dire par là est que vous construisez autant des bureaux qu'un centre culturel, que des logements, qu'un mémorial. Vous construisez en région, à Paris, autant qu'aux 4 coins du monde. Vous portez votre attention tant à l'échelle de la ville et sa biodiversité qu'à l'échelle de l'espace intérieur. Habiter, 3 points de suspension. Comment arrive-t-on à faire face à cette diversité ? Un secret, une méthode ? Ou tout ? Je pense que la clé, c'est qu'on est intéressé dans plein de choses, qu'on trouve ça enrichissant de se plonger à chaque fois dans ce nouveau programme. Je trouve ça hyper intéressant. J'adore ça, en fait. Je trouve ça chouette de pouvoir découvrir un nouveau sujet à chaque fois et pas devoir dire « Ah, encore un bâtiment de bureau » ou tout ça, chouette de découvrir des nouveaux programmes, nouveaux exigences, nouveaux usagers. Ça fait découvrir un nouveau monde à chaque fois, on dirait. Donc pour moi, ça c'est le plus important. C'est une sorte de passion, je pense. J'ai besoin de nourrir mon esprit de plein de différentes choses et pas qu'un sujet tout le temps le même. Puis on a toujours voulu aussi ne pas avoir de spécificité, autant par la typologie que par même la taille. Alors après, il faut qu'on organise les choses. Ça rend les choses un peu plus compliquées parce que souvent un maître d'ouvrage, il se dit mais alors à qui je vais faire appel pour faire les meilleurs bureaux d'aujourd'hui, à qui je vais faire appel pour faire ce musée, en disant il y a des experts dans chaque domaine. Et nous, on milite contre ça parce que c'est ce qui rend les choses effectivement excitantes et en même temps ça nous met en danger parce que il faut qu'à chaque fois on fasse nos preuves. Et je pense que c'est là qu'on est les meilleurs parce que ça nous permet de pas nous endormir sur quelque chose qu'on a déjà fait. Donc ça, pour nous, ça accompagne l'ambition qu'on a de l'architecture et d'une agence d'architecture, où la créativité, elle doit être nourrie, et donc par la curiosité de nouveaux programmes, par la rencontre de nouvelles typologies. Et donc c'est comme en cuisine, quand on a besoin de travailler sur plusieurs recettes, et ça en nourrit, l'un nourrit l'autre, on teste quelque chose et on le réinvente ailleurs. Et donc finalement, il y a toujours, c'est pas cloisonné pour nous, il y a toujours des répercussions positives pour un projet qui peut être à tel endroit, ça va influencer quelque chose, mais évidemment ça peut pas être pareil. Et voilà, c'est vraiment une histoire d'inspiration et de se remettre toujours en danger, comme si on passait un examen à chaque fois. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est là où on est fort. À chaque fois qu'on a gagné, c'est parce qu'on est nouveau dans ce sujet. Ça nous est arrivé plusieurs fois d'être outsider dans un concours et qu'être celui-là qui gagne, parce qu'on a une vision un peu inattendue ou différente. Et je trouve même que ça se ressent donc, au début d'un projet, mais tout au long du processus et même jusqu'au chantier. Je trouve qu'aujourd'hui, les promoteurs ont tendance à donner l'exécution du chantier à un maître d'ouvrage d'exécution, maître d'œuvre d'exécution, et parce qu'il a plus d'habitude, et voilà. Et je trouve qu'ils oublient que ça amène une richesse. C'est à la fois pour nous important pour pérenniser l'agence, justement, parce que cette diversité... Et finalement, aujourd'hui, on parle beaucoup d'agilité, d'une nécessaire agilité, mais finalement, vous vous êtes imposé cet exercice, et du coup, ça vous rend très compétitif parce que vous avez l'habitude, vous êtes acrobate. Enfin, je pense qu'on se l'impose à nous-mêmes, mais c'est aussi ce que recherchent nos collaborateurs. Donc, comme je disais, comme c'est un travail d'équipe, nous, on doit aussi être là pour donner de l'appétit à nos équipes, et pour ça, on a envie de nouveau, on a envie d'aller chercher des choses et chercher du challenge. Et là, je dirais, il n'y a pas de recette ou un secret, parce que nous on le fait parce qu'on aime faire ça. Après tout le monde voit pas les choses de la même manière, mais on se force pas à faire ça. C'est une culture qui est ancrée maintenant chez nous. Alors revenons à votre projet, le National Pulse Memorial and Museum à Orlando aux États-Unis. Vous êtes mandataire sur ce projet, qui est un projet de ville d'ailleurs, et vous êtes associé à une autre agence française dont on parlait tout à l'heure, RDAI, connue pour avoir beaucoup travaillé pour la marque Hermès avec Reina Dumas. À nouveau sur ce projet, qu'est-ce qui vous a fait gagner selon vous, et pouvez-vous nous le décrire ? Oui, alors ce projet, on a retrouvé un petit peu des sensations quelque part du projet qu'on avait remporté aussi à Hong Kong, parce que le concours était un très très grand challenge, donc très ouvert, mais quand même sur candidature. C'était pas sur anonymat. Donc nous, on a de la même manière, on a repéré cet appel d'offres
Il nous a séduits parce qu'il avait, pour un architecte, beaucoup de capacité à trouver de l'inspiration. C'est un sujet hyper sensible. Ville d'Orlando, aussi les États-Unis, c'est un pays qu'on connaît bien. C'est une culture avec laquelle on a déjà travaillé. Puis on a pas mal d'appétit sur les projets aussi qui ont une dimension culturelle. Donc là, il y a un mémorial, mais aussi un musée. Donc en tout cas, le projet correspondait à nos attentes. Ensuite, pour être sélectionné, il y a eu 3 étapes. La première étape, c'était une lettre ouverte, des écrits pour donner déjà envie aux clients, sachant que le client, c'était une fondation qui a été créée suite aux attentats, immédiatement. Et donc, il fallait s'impliquer vraiment personnellement et vraiment raconter pourquoi on avait envie de travailler sur ce projet. Donc ça, on l'a fait. Et apparemment, il y a eu à peu près 70 propositions. Et dans notre proposition, ce qui a retenu l'attention, c'était beaucoup de choses. C'était à la fois les mots qu'on a employés, mais qui étaient ceux auxquels on croyait. Il y avait aussi la présentation graphique du projet. On a travaillé avec un graphiste en interne à l'agence pour trouver la couleur, la typologie, le choix d'illustration sur les mots qui étaient vraiment en accord avec des valeurs. Parce que ce projet très sensible, souvent parlait assez peu de choses très directes. C'était beaucoup de tolérance, d'espérance, de renouveau, de résilience, beaucoup de mots-clés sur lesquels on s'est appuyé. Et donc ça, déjà, l'organisateur du concours, qui était une agence qui recrutait des architectes, a dit, voilà, on a reçu 70 propositions, vous faites partie des surprises. Mais le jury vous a choisi parce vous aviez touché leur cœur. Donc, deuxième étape aussi pour faire ce concours, nous, on se dit aussi, il faut qu'on s'entoure de personnes avec qui on aime travailler, et des personnes qui sont talentueuses, pas que dans notre équipe, mais donc RDAI, c'est une agence avec qui on s'entend bien depuis plus d'10 d'années. On est assez complémentaires et de temps en temps, on ose aller sur des territoires inconnus et on pensait qu'à 2, on serait plus fort que seul. Et au-delà de ça, on s'est dit il y a une vraie dimension artistique pour poser aussi un langage visuel. On a peut-être besoin aussi de l'œil d'un artiste. Donc Xavier Veillant a rejoint l'équipe. Et puis ensuite, paysagiste, agence terre et un scénographe, muséographe qui est Dux Scéno, que des gens qu'on aime bien, avec qui on s'entend bien, avec qui on a des habitudes de travail. Mais ensuite, ils ont quand même appelé tous nos clients pour vérifier ce qu'on avait fait. Donc, on leur a donné les noms de nos clients à Hong Kong, à Lille, à Paris. Donc, ils ont fait un peu leur interrogatoire. Et puis, on s'est retrouvés donc en phase finale face à donc des agences qui avaient alors lesquelles un peu plus pignon sur rue que nous, c'est sûr. Il y avait MVRDV, Daniel Libeskind, il y avait Dealers Cofidio. Enegan Peng et puis il n'y avait pas Bjerkingels. Il n'y avait pas Bjerkingels. On n'a pas effectivement par contre le nom des agences qui ont répondu au premier tour. En tout cas dans le tour final, on a été face à ces agences. Et il y a un troisième élément clé, c'est il y a eu un rendu intermédiaire où on devait présenter pendant le concours nos intentions. Donc le projet n'était pas encore complètement fait. Mais à ce moment-là, ils voulaient venir nous voir à l'agence, mais c'était compliqué parce que tous les concurrents étaient éparpillés dans le monde. Donc ils nous ont dit, par contre, on aimerait que vous envoyiez une petite vidéo de 5 minutes où vous présentez vous et vous me présentez vos équipes, votre agence. Donc nous, on a pris un... On dit, présentez-vous, qui êtes-vous, en petite vidéo. Et ils avaient annoncé ça dans un délai très court, c'était pas prévu. Donc... Et puis on l'a pris comme un exercice ludique, intéressant. Ouais. On a appelé un jeune caméraman lillois avec qui on avait déjà travaillé. Et puis on s'est dit qu'est-ce qu'on va raconter ? Il faut qu'on leur montre notre vie de tous les jours. C'est déjà où on habite, à Lille, où se situe Lille depuis Paris. Et puis on va les emmener à l'agence, les inviter, montrer nos projets et faire rencontrer aussi nos équipes. Et on a fait tout ça un peu comme un petit reportage très simple. Mais très, très, très nature. Et donc ça, c'était en début de présentation. Et au bout de 5 minutes, ils nous ont demandé de prendre une pause parce qu'ils étaient très émus. Et on les a vus... tous en larmes. Et donc là, ça a été, pour nous... pareil, ça nous a vachement touchés. C'est très, très rare. Ils s'est aperçu que, si je réponds plus directement à votre question, ils ont choisi une équipe, des personnes avec qui travailler, et ensuite un projet. Et donc la partie équipe, je pense, a joué
peut-être à plus de 50%. En fait, ils recherchaient une humanité parce que c'est un projet profondément humain. Ouais. Et vous avez été vecteur certainement de cette humanité. Effectivement, ils nous ont dit que quand ils nous avaient rencontrés et qu'ils avaient vu ce film, ils espéraient que notre projet soit beau et bon, parce que s'ils s'étaient dit, c'est plutôt avec eux qu'on aimerait Comment vous travailler. le décririez, ce projet ? Maintenant, il est publié, on peut en parler un peu. Oui, bien sûr, parce que là, le projet est lancé à toute vitesse, d'ailleurs. Comment il est très aérien. Le projet, il a beaucoup de... Enfin, il est complexe parce qu'il y a trois projets dans le projet. Donc, il n'y a pas un énorme. projet. C'est ce que j'ai vu sur les images. Ouais. Il y a le mémorial, il y a le musée et il y a une promenade urbaine qui sont appelées la promenade des survivants, qui est un parcours d'émotion, un parcours qui doit rappeler à la mémoire, justement, sur le lieu qui a été arpenté dans des manières tragiques depuis le mémorial vers l'hôpital, où il y a eu cette... Toutes les blessés ont couru vers l'hôpital. Et... Vous avez en tête le bilan Oui, bien de sûr. ce drame. Ouais, 49 tués le jour même, et puis ensuite environ 80 survivants, donc qui vivent avec cette tragédie et qu'on a rencontrée. C'était une fusillade. Hein. C'était une fusillade. Mmh. C'était une fusillade sur un lieu qui était une boîte de nuit hyper sympa, hyper connue à Orlando. Qui était une boîte de nuit ouverte, donc communauté LGBT, qui était dirigée par Barbara, qui est une femme assez fantastique, où apparemment il y avait une énorme joie de vivre, et donc les gens faisaient la fête, peu importe à l'origine. Les gens se sentaient hyper bien. Et donc un peu comme à San Francisco. Donc c'est ça qui a été ciblé. Et donc ça a été un peu incroyable parce que dès le lendemain, cette femme, Barbara Poma, qui est à l'initiative de notre projet, elle s'est activée dès le lendemain pour à la fois retracer la mémoire, essayer de créer une bibliothèque de tout ce qui s'est passé et surtout démarrer dès le lendemain à honorer chaque victime et donner un sens à cette soirée tragique pour leur famille. Et donc voilà, c'est une femme fantastique, Barbara Poma. On lui rend hommage parce que je pense qu'elle mérite beaucoup de. C'est une belle rencontre pour vous. C'est une rencontre incroyable. Ouais. Première fois que moi je l'ai rencontrée, c'était visite de site. Donc on n'est pas habitué à faire des visites de site où effectivement on est reçu de cette manière parce qu'ils voulaient qu'on se confronte à la réalité. Donc il y avait des parents de victimes qui étaient présents à la visite de site, qui nous ont parler de leur témoignage. Qui est une visite du club de nuit, dedans, avec les trous de balles encore dans les murs et tout. Oui, le bâtiment était scellé par le FBI et donc ils ont dit, voilà, on ne veut pas vous épargner trop de choses, si vous voulez faire ce concours et aller au bout, il faut que vous puissiez avoir aussi conscience et que vous viviez les choses comme vous pouvez le vivre. Donc ça, c'est vrai moi je suis allé, Isabelle n'a pas pu voyager à ce moment-là avec d'autres personnes de l'équipe. Et je suis rentré et évidemment j'ai été hyper marqué par cette visite et donc ça c'est ce que j'ai transmis, on a transmis en rentrant pour essayer de développer un projet. Et bon, ça nous a donné une énergie incroyable. Et ils ont gardé des vestiges de ça ou ça a été Oui, complètement. En fait, dans le brief du projet, il y avait quasi interdiction de démolir le lieu. Donc c'était une contrainte, c'était quelque chose un peu sacré. Par contre, il n'y avait absolument pas de programme. Donc ça se passait autour de ça en fait. Autour de ça. Ouais. Ouais. Par contre, il y avait un site qui est à 500 mètres de ce lieu où là, on a un site plus classique pour construire un musée. Par contre, la boîte de nuit, le lieu où il y a eu cet événement tragique, devait être conservé. Et donc nous, pas facile, on marchait sur des œufs, mais tous les concurrents, comment l'approcher, comment ne pas être littéral, comment est-ce qu'il faut entrer ou pas, prendre de la distance, être respectueux et en même temps ne rien ignorer, et puis surtout donner un message d'espoir, un message de positif, et ça c'est ce qui est le plus complexe. Et finalement, comment transformer une discothèque en mémorial? Comment faire pour que ça devienne un lieu paisible, chouette? C'est pas facile. Garder l'intensité de l'événement tout en le dépassant. Oui, parce que c'est un lieu qui est pour. Il y a des familles qui ne peuvent plus y revenir, qui cherchent à l'éviter. Donc c'est aussi une dimension du projet parce qu'il faut qu'on puisse. Vous avez rencontré les familles? Oui. Oui.
une partie des familles. Le concours a été exposé aussi au public dans un musée à Orlando pour que le public puisse s'exprimer. Et donc nous, on a eu l'occasion de voir aussi les différentes réponses pendant le concours, avant même d'avoir passé l'oral, l'audition finale. Donc c'était très particulier et voilà, nous notre projet on a utilisé des ingrédients qui nous permettaient de prendre justement une distance. On a utilisé une palette pour travailler, qui était celle de l'eau qui était pour nous, on leur a expliqué que c'était pour nous la source de la vie quelque part, et que sur ce site, au lieu d'aller le triturer ou faire quelque chose de complexe, on allait créer un bassin, puisque finalement, là où il y a eu cette onde de choc qui a frappé cette petite boîte de nuit assez normale, on voulait neutraliser, sanctuariser par les éléments naturels. Et donc, finalement, on a créé un bassin autour de ce petit bâtiment qui forme quasiment comme une source. Et depuis cette source d'eau, eh bien, on a demandé à Xavier Veillant d'imaginer qu'il y ait aussi une palette de couleurs. Donc la couleur est devenue aussi le deuxième ingrédient. 49 couleurs inventées ou créées par Xavier Veillant, qui sont scellées finalement dans ce bassin pour toujours, et qui sont à la fois une image totalement symbolique et en même temps une image qui est assez positive et assez effervescente, puisque vous verrez sur les images du projet que voilà, on perçoit cet assemblage de couleurs de manière assez joyeuse. Et puis c'est un nouveau départ. Donc notre concept, c'était de dire finalement la boîte de nuit, c'est une source. C'est une source où il y a eu cette onde de choc, mais c'est une source aussi qui va émettre des messages. Et ces messages, on va les faire traverser la ville par le paysage, la couleur et des événements urbains créés par Xavier Veillant, des dispositifs d'interaction, des petites sculptures urbaines, pour arriver vers le musée qui lui-même est un élément vertical. Et là, c'est un projet qui tout d'un coup fait écho à l'aspect négatif de cette onde de choc qui a eu lieu sur le site. Et donc on voulait incarner ça. Une forme structurante. Une forme structurante, une forme qui se relève quelque part et qui s'ouvre en hauteur pour aller chercher la lumière et évoquer toutes sortes de choses, à la fois de recueillement, mais en même temps de rassemblement. Et donc le musée, il a une forme un peu organique. Oui, il y a quelque part, on avait une image de fleur qui était un peu une inspiration aussi, qui est en lien avec la vie, la nature. Oui. Et donc c'est devenu un bâtiment très visible depuis l'autoroute, très visible parce que c'est assez haut, et dans le quartier. Alors justement, poursuivons sur la mémoire, la transmission. Que représente-t-elle pour vous, la mémoire ? Vous avez collaboré avec le grand architecte Paul Andreu, mort en octobre 2018. De quelle manière vous sentez-vous le vecteur de cette personnalité qui a marqué l'architecture du XXe siècle ? Aimeriez-vous transmettre sa mémoire ? Vous partagiez avec lui, je crois, l'amour de la Chine, mais aussi l'amour du paysage. Oui, tout à fait. Écoutez, c'était en tout cas une rencontre intéressante. On est encore tout petit face à Paul Andreu et ce qu'il a fait pour l'architecture de manière vraiment incroyable. Et puis des bâtiments qui sont dans le monde entier. Et je pense que c'est une vraie chance qu'on a eu de se rencontrer. On a été présenté par des amis et il s'est intéressé à notre travail et notamment par notre implication en Asie et en Chine particulièrement qu'il connaissait bien. Et donc on a eu l'occasion de travailler avec lui pendant 3 ans, je pense, où on a été sélectionné sur un projet urbain dans lequel il fallait travailler avec d'autres architectes. Et puis naturellement, on a eu envie d'apprendre, on va dire, de Paul Andreu. Et donc on a eu la chance de le côtoyer et de découvrir sa passion pour l'architecture, sa passion effectivement pour le paysage, et puis sa grande rigueur et précision dans le travail architectural et technique. Donc nous on s'est retrouvés un peu comme à l'école à nouveau, très intéressant. Et effectivement on a eu à cœur de poursuivre notre activité en gardant en tête les petits conseils qu'il a pu nous donner. Il nous a raconté ces petites histoires, ces complexités qu'il a pu rencontrer, notamment en Chine. Mais aussi, moi ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'était un peu comme un professeur avec des élèves et que là, Paul était sur ce projet, il avait vraiment envie plus de nous aider que de marquer son territoire quelque part. Donc c'était très chouette comme relation.
Et à chaque fois que nous, on avait une envie ou une fantaisie architecturale qui pouvait émerger dans nos idées, souvent il nous recadrait en disant mais non, ça c'est pas juste, ça n'a pas de sens, ça c'est pourquoi tu veux faire ça, pourquoi créer cette forme, je n'y crois pas. Et donc c'était une critique vraiment intéressante. Donc je pense que voilà, ce qu'on retiendra de cette expérience, c'était une très belle rencontre. La rencontre d'un maître. La rencontre d'un maître qui a eu la gentillesse d'ouvrir un peu son expérience avec nous et de transmettre quelque chose. Donc on a pris ce qu'on pouvait prendre et on le remercie pour ça. C'était très particulier. Et alors en écho, que souhaiteriez-vous transmettre aux jeunes générations ? Moi, je leur souhaite de la passion. Ouais. J'espère que c'est continuer dans la passion. Ouais, je pense que pour moi c'est l'élément principal qu'il faut avoir. Je trouve que c'est pas toujours un métier facile et je pense qu'il y a plein d'occasions où on peut dire j'arrête, j'en ai marre. C'est pas toujours facile entre des concours où on se donne à fond et qu'on perd, pas toujours, mais quand même de temps en temps. Mais je pense qu'il faut de la passion pour ça, parce que je trouve que ça demande beaucoup d'heures, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie. Et pour boucler la boucle par rapport au début de l'émission, la carrière internationale, le Covid, ça vous amène à quelle réflexion ? Forcément, ça interroge. Je pense que nous, on pense évidemment que pas que sur l'aspect international, il y a beaucoup de choses qui amènent justement à se poser des questions sur les ressources, sur qu'est-ce qui est essentiel. Par contre, l'échange culturel était une évidence pour le monde de l'architecture, et donc nous, évidemment, c'est incontournable. C'est incontournable. Enfin, en tout cas, nous, on en est persuadés, et ça enrichit notre travail, notre vie, et on pense que si on a la chance de travailler à l'étranger, c'est que quelque part, c'est aussi dans les deux sens, et le choc des cultures ou le dialogue, il fabrique des choses intéressantes. Donc, par contre, on est en pleine réflexion, évidemment, d'adaptation, nouvelles technologies, faire le bon choix de monter dans un avion pour aller à l'essentiel et se poser la question est-ce que j'ai besoin de me déplacer ? Donc ça, c'est valable en France comme à l'étranger. Donc tout le monde réfléchit, architectes, ingénieurs, sur comment sur les mobilités et qu'est-ce qu'on peut faire différemment. Mais par contre, c'est une évidence qu'il faut continuer à voyager. C'est ce qui fait la richesse de beaucoup de choses. Dans l'esprit aussi. Quel serait votre mot de la fin ? Moi, je dirais à nouveau sur le sujet de la transmission, en tout cas que plus que jamais, il faut pas oublier que architecte, c'est un superbe métier, mais que c'est pas un métier qu'on fait pour soi, c'est un métier qu'on fait pour les autres. Et donc là, on est touché par le fait qu'il y a eu cet événement pandémique qui touche tous sur la santé, sur l'empreinte carbone des bâtiments, et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut imaginer comment partager les espaces avec beaucoup plus de retenue et en même temps beaucoup plus de générosité dans l'économie des ressources. Donc, je pense ce que je veux dire, c'est qu'on a une vraie capacité à influencer. Donc, les architectes doivent s'exprimer, doivent convaincre, parce que je pense qu'on voit beaucoup de choses tous les jours et on pratique l'espace et on rencontre beaucoup de gens qui s'aperçoivent pas comment cet espace influence leur vie. Et là, on l'a vécu tous, que l'espace avait une énorme influence sur le mental et sur la santé. Et que justement, nous, on peut faire des choses, on peut créer, fabriquer, continuer à fabriquer des infrastructures, des espaces qui peuvent gagner en qualité, en habitabilité. C'est une évidence qui est en même temps pas nouvelle, mais qui prend encore plus de force aujourd'hui. Et si on arrive à sensibiliser nos élus, je pense que le grand public aussi va peut-être s'ouvrir un peu plus aussi à notre métier, j'espère, pour que tous ensemble, on voit l'impact. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre confiance. Merci. Merci à vous. Et votre témoignage. À très bientôt.
Au revoir. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comme d'Archi Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.